Tá aparecendo a Aline. Aí, alô? Olá, pessoal? Alô? Mas não tá aparecendo eu, tá? Oi, gente, boa tarde. Bem-vindos. Apareceu agora. Apareceu Bem-vindos agora. todos e todas. A gente está organizando essa iniciativa aqui no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, uma iniciativa virtual, e tivemos que gravar o vídeo, infelizmente, a gente tinha a opção de fazer ao vivo com o Latour, mas a gente não teria como fazer legenda, esse é um problema que a gente ainda não resolveu nesse meio virtual, né, como fazer tradução simultânea, então nós preferimos gravar para legendar o vídeo e deixar disponível para todo mundo em português. Mas eu e a Aline Costa, que escreveu o Pós-Fácil, que é pesquisadora do Fórum de Ciência e Cultura, vamos retornar no final para as perguntas, para conversar com vocês. Tá bom? Então, não esqueçam também de se inscrever no Ciência e Cultura, que a gente está organizando um monte de coisa legal aí nesse período de quarentena. Tá bom? Então, até já. No final, a gente volta para bater um papo com vocês. Bonjour, donc c'est avec un grand plaisir que le Forum de Sciences et Culture de l'Université fédérale de Rio de Janeiro reçoit aujourd'hui le professeur Bruno Latour, qui vient de sortir 2 livres au Brésil, Face à Gaïa et Où atterrir. Donc c'est un énorme plaisir que nous puissions avoir une interview sur ces travaux, mais aussi sur la situation aujourd'hui qu'on vit, et surtout avec la pandémie, où le rôle de la science a été très en question. Donc, je laisse Aline Costa, qui est notre chercheuse et aussi qui a écrit la postface de Où atterrir, de la traduction de Où atterrir. Donc, Aline, tu peux commencer l'interview. D'accord, merci Tati, merci Bruno. Donc, pour commencer déjà, ma première question concerne la politique de la crise sanitaire et ses rapports avec le négationnisme. Ce n'est pas surprenant pour moi que les États-Unis, le Brésil, la Russie et le Royaume-Uni, qui ont des dirigeants populistes, négationnistes, soient aussi des pays où la pandémie a les effets les plus tragiques. Comment le négationnisme peut aider à comprendre la démarche de ces dirigeants face à la pandémie? Tu connais ça mieux que moi parce que tu as écrit cette postface qui est presque plus intéressante que le livre lui-même. Mais le négationnisme, c'est pas c'est pas simplement une dimension cognitive. C'est pas des gens qui pensent mal ou qui n'ont pas les capacités intellectuelles pour répondre. C'est une décision déjà d'ailleurs ancienne, que j'appelle escapisme plutôt, qui est liée au fait que la définition de la Terre et de l'habitation de la Terre qui nous est amenée par les sciences, ces 2 types de sciences, les sciences du climat, les sciences de la Terre d'un côté et les sciences de la santé de l'autre, avec l'épisode du virus, sont niées, non pas parce qu'on ne les comprend pas, non pas parce que ce sont simplement des sciences, mais parce qu'elles vont contre l'idée qu'on peut échapper à la situation terrestre. Donc c'est beaucoup plus grave qu'un déficit cognitif. C'est pour ça que négationnisme, c'est un terme un peu faible. C'est l'idée que on va échapper à l'attraction des ondes terrestres et les autres, ceux qui sont laissés derrière, left behind, comme on dit en Amérique, ne comptent pas. Et donc, c'est une expression beaucoup plus dure et beaucoup plus violente que vous voyez, hélas, d'une façon extraordinairement accentuée au Brésil, parce qu'il y a aussi une violence militaire, policière et évidemment écologique, finalement, de gens qui essaient de couper tous les liens légaux, moraux, esthétiques, affectifs
avec la Terre, puisqu'ils pensent qu'ils peuvent en fait aller dans une autre planète. Donc effectivement, tu as raison. Ce n'est pas du tout étonnant que les mêmes qui étaient sceptiques, climato-sceptiques, sont, je ne sais pas comment dire, coronavirus sceptiques. Le mot sceptique étant d'ailleurs une faveur qu'on leur fait et qui est tout à fait exagérée, comme tu le sais fort bien par la philosophie des sciences. Ce n'est pas du scepticisme, effectivement, c'est un déni. Donc, effectivement, ce sont les mêmes gens, la même réaction. Ceci ne peut pas nous arriver parce que nous allons ailleurs. Nous allons dans une autre terre. Donc, je crois qu'effectivement, il y a un lien étroit. Exactement. Je voulais faire une question sur le fascisme, sur le trumpisme, sur ces mouvements, mais peut-être en faire ça après. Parce que ma deuxième question serait que la pandémie montre aussi clairement l'incompatibilité entre l'image de scientifique en tant qu'expert, dont on attend des conseils pour des décisions politiques, et la façon dont la science procède effectivement, mouée par des doutes et des incertitudes. Toute la controverse autour de la chloroquine, par exemple, montre nettement cette impasse. C'est comme vous le dites, c'est cette image de l'expert que les négationnistes mobilisent contre la science. Comment les scientifiques devraient agir désormais? Et est-ce que cela pourrait contribuer aussi à de nouvelles façons de faire de la politique? Je crois que là, en tout cas, l'expérience européenne est assez classique et qu'en gros, quand même, je ne parle pas du cas brésilien que je ne connais pas suffisamment, mais le cas européen a été quand même un apprentissage collectif à la fois des hommes politiques et des scientifiques et du public sur le fait que la science n'apportait pas de réponse définitive, puisque ça changeait à peu près toutes les semaines et que ça change encore pratiquement en temps réel. Donc c'est peut-être une vision un peu optimiste, mais je trouve le public a beaucoup appris sur le fait que, disons, il fallait pour produire simplement des statistiques sur le nombre de morts, définir la distance de 1 mètre ou de 2 mètres, savoir si le masque était utile ou pas, savoir pourquoi ce virus était extrêmement nocif pour les poumons ou pas, apprendre qu'il y a des scientifiques différents, qu'il faut qu'ils soient équipés, qu'il faut qu'ils soient financés, qu'ils ne sont pas d'accord sur les stratégies de recherche. Et donc, quand même, en gros, on est passé d'une idée assez naïve, il faut le reconnaître, de la science qui, disons, donne des informations et qui n'ont plus qu'à être diffusées, à une définition plus, pour prendre, disons, conforme à ce que nous enseignons, nous, dans la sociologie de la science depuis 40 ans. Disons. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, c'est assez positif. Et comme d'habitude, aussi bien en Angleterre qu'en France ou en Italie, et je suppose aussi en Allemagne, on a vu l'habituel jeu de rôle entre les scientifiques à qui on essaye de faire endosser des décisions politiques désagréables, et puis inversement, des scientifiques qui essaient de mettre dans la bouche des politiques des arguments qu'ils préfèrent. Mais bon, ça c'est en quelque sorte la cuisine normale. Je crois, au bilan, je dirais, enfin jusqu'ici, je dirais que du point de vue de la compréhension par le public des avantages et des inconvénients ou des fragilités et des forces de la science, le virus a été plutôt utile parce que ça changeait tous les jours et parce qu'on voyait les scientifiques en bataille les uns avec les autres, mais qui quand même arrivaient à des espèces de petits morceaux de consensus auxquels il ne fallait pas trop non plus accorder de valeur absolue. Donc, je dirais que c'est du bon relativisme. Ça n'est pas une catastrophe. Ça n'est pas une catastrophe. Le reste, oui, mais pas ça. Donc, ce sont des bonnes leçons, au moins, oui, pour la politique. Des bonnes leçons. Oui. Classique. Il n'y a rien. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Pasteur. Je n'ai pas vu de trait qui était très différent des disputes du 19e siècle avec les mêmes problèmes de sciences et politique. Parce que aussi le microbe est un être dont nous avons une longue expérience quand même, contrairement à la question du climat. C'est très différent avec la question du climat. Oui, c'est vrai. Donc, vous venez de dire aussi que
vous refusez de juger les électeurs de Trump comme des idiots, des ignorants, parce que ce n'est pas un problème cognitif, mais dans les livres, vous dites que c'est une absence de pratiques communes. Donc, vous avez dit aussi que les faits scientifiques auraient besoin d'un monde partagé pour tenir debout. Ainsi, ceux qui croient aux fake news et ceux qui les critiquent habitent des mondes alternatifs. Donc, comment vous imaginez les chemins de la reconstruction d'un monde commun, en particulier dans des pays comme le Brésil qui souffrent d'un manque historique de sentiment d'appartenance et de communauté? Ça, c'est une question qui est plus de géopolitique, je pense, que de sciences cognitives. Je pense qu'on a les deux phrases que vous avez dites sur le monde commun, que vous avez citées, je pense que c'est là où il faut que nous, les anthropologues et les sociologues et les cognitivistes travaillent ensemble, parce que, prenons le cas des sciences, c'est évident que si vous avez des gens qui pensent qu'ils peuvent s'échapper hors du monde terrestre et d'autres qui restent sur Terre, la probabilité pour qu'ils arrivent à s'entendre sur des faits établis est nulle, parce qu'ils vont appliquer à tous les faits d'une certaine planète la phrase qu'on entend souvent en Angleterre, right or wrong, my country. Que ça soit vrai ou faux, c'est pas possible que ça soit vrai. Moi, je suis ce qu'on entend en fait dans les manifestations, il me semble, des adeptes de Bolsonaro en ce moment. Mais c'est pas parce que cognitivement ils sont perdus, c'est parce qu'ils sont dans une autre planète qui n'est pas touchée par le climat et qui n'est pas touchée par la pandémie. C'est évident qu'il y a quelque chose d'extrême dans le fait d'appliquer le négationnisme à la pandémie au Brésil ou en Amérique. L'idée que le simple fait de porter un masque, ça soit maintenant une position politique, il y a quelque chose d'extrême. Mais ce n'est pas parce que les gens sont cinglés, c'est parce qu'ils sont effectivement plus du tout dans la même terre. Et on s'aperçoit rétroactivement que si vous n'avez pas une terre en commun, au sens absolument littéral d'être sur le même sol, les distances que peut ramener par une discussion, c'est des millimètres que la discussion peut rapporter, alors que les gens sont séparés par des kilomètres. C'est un simple problème, disons, de distanciation. La conversation, la discussion, l'argumentation que nous apprenons à nos élèves philosophes, ça fait avancer quand à peu près le 98% est en gros autour et communément accepté. Et là, la discussion peut faire varier de façon millimétrique. Mais si les gens sont dans un autre pays, c'est impossible. Alors, ça m'amène à la deuxième citation que vous avez faite. Et le cas du Brésil est évidemment aussi terrible que celui des États-Unis, mais je vais prendre celui des États-Unis parce que c'est plus simple peut-être, et puis je le vois mieux. La dispute actuelle sur la question du racisme comme la question climatique, c'est que ce sont des gens qui vivent sur un pays qui n'est pas le leur, en quelque sorte. C'est très compliqué d'associer le monde dans lequel on vit et le monde dont on vit dans la même enceinte, en quelque sorte. C'est un problème général, mais qui se trouve formidablement accru aux États-Unis parce que c'est un pays de colonisation et qui a éliminé les habitants et qui extrait du reste du monde de quoi faire tenir ce système dont chacun sait qu'il n'a pas d'avenir. Et donc, on peut transposer cette situation avec un niveau de complexité, comme toujours au Brésil, triplé ou quadruplé par la longue histoire de la colonisation, qui fait que, tu sais ça mieux que moi, et les anthropologues que tu connais le savent mieux que moi, mais je pense que c'est absolument impossible de dessiner une frontière qui correspondrait à un Brésil partagé par les Brésiliens. Et le transport de l'idée nationale, qui a longtemps servi pour à peu près cadrer le groupe, fonctionnait sur l'idée de développement. Je viens d'écrire un article avec Dipesh Chakrabarty qui est très intéressant de ce point de vue-là, parce que Dipesh signalait, mais
tout ça fonctionne relativement bien, l'idée nationale, si on a encore l'horizon de modernisation commun. Qu'est-ce qui se passe si on a l'idée de modernisation pervertie, en quelque sorte, ou abandonnée, en disant nous fuyons parce que nous avons les moyens de nous protéger, et vous êtes les laissés pour compte. Là, la notion nationale n'est plus capable d'enserrer ou de définir quelque chose comme non, pas forcément un monde commun, mais enfin au moins on peut être d'accord, comme on disait autrefois, je suis d'accord pour être en désaccord. Je vais assez loin, nous sommes suffisamment accordés pour être en désaccord. Cette situation n'existe plus maintenant. On est en guerre. Et cette guerre géopolitique traverse les pays dont tu parlais tout à l'heure dans la première question. Donc, ce n'est pas un problème cognitif, c'est vraiment un problème d'occupation du territoire. Et des pratiques communes aussi. Oui, c'est pratique, mais il faut prendre pratique dans un sens très matériel. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça se voit si on fait de la géographie, la géographie des inégalités sociales, ce n'est pas les mêmes gens au même endroit. Enfin, le Brésil, pour ça, encore de nouveau, est une espèce d'exagération, comme toujours, ou d'amplification de choses qui sont visibles ailleurs, mais peut-être plus un peu cachées. Oui, c'est vrai. Bon, il y a encore à propos du Brésil, vous avez dit dans Ouattari qu'il serait injuste avec le fascisme de les comparer au trumpisme. Pourquoi le fascisme serait une notion inappropriée à vos avis? Et est-ce que ce concept n'aidera pas à comprendre ce qui se passe ici au Brésil, peut-être, nous prenons en compte l'attaque aux droits sociaux, reproductifs et des peuples indigènes, la destruction environnementale orchestrée par Bolsonaro? L'idée de fascisme serait bien pour comprendre ce qui se passe ici. C'est aux Brésiliens et à toi et aux politistes brésiliens de décider si l'adjectif peut être utilisé. Je me méfie de son transport, du fait de le transférer des années 30 à maintenant, parce que je pense que là, c'est toujours embêtant d'utiliser une étiquette qui est celle d'une époque qui est tout à fait différente, parce que le fascisme, au sens des années 30, était quand même associé à l'idée de développement, de nation et surtout de communautés qui devaient supporter ou entraîner le plus grand nombre, à l'exception évidemment d'un certain nombre qui étaient justement visés par l'acte d'assemblée. Mais comment utiliser le terme de fascisme quand on n'a pas la notion de développement technique, qui était extrêmement important pour le fascisme, on n'a pas la notion de développement économique et qu'on n'a pas la notion de nation, disons, à peu près commune et universelle pour le groupe. Ça me paraît difficile parce que l'escapisme, le fait de partir dans un bunker, le fait de dire, comme votre président, m'excuse de citer mais quand on lui dit qu'il y a beaucoup de morts du coronavirus, qui dit qu'est-ce que j'en ai à faire, ça n'est pas des traits de fascisme du tout. C'est pas du tout des traits c'est des traits d'exclusion et d'abandon de la situation en disant, c'est ça la grande différence entre Trump et Bolsonaro et les fascistes. C'est pas du tout une situation. Il y a la même violence peut-être, c'est là où l'étiquette peut s'appliquer, mais ça n'est en aucun cas l'idée de construire une nouvelle société. C'est une indifférence à la règle. C'est pas du tout la même situation. C'est quelles que soient les contraintes scientifiques, réglementaires, multinationales, juridiques, etc. Je m'en contrebalance. Alors que le discours même du fascisme restait, c'est un peu paradoxal de dire ça maintenant, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper d'époque, restait à l'intérieur de l'idée d'une légalité alternative. C'était pas du tout on abandonne les contraintes et je m'assieds sur des principes légaux et je me fiche complètement des accords, etc. Donc, évidemment, dans la lutte politique, tous les adjectifs sont bons et peut-être que l'accusation de fascisme est très utile dans une réunion publique ou dans un article. Mais si on parle analytiquement de ce problème de l'atterrissage, c'est-à-dire
d'arriver à trouver une géopolitique adaptée à la Terre, je préfère ne pas utiliser le terme. C'est à toi d'en juger. Des situations, peut-être il y a des possibilités politiques, des rencontres qu'il faut utiliser, mais je suis d'accord. Je crois que le nom ne comprend pas, il ne permet pas de saisir toute la complexité de la situation. Je suis d'accord avec vous. Donc, l'autre question que je voudrais vous faire, c'est que dans les livres et dans votre article à propos de la pandémie, vous suggérez un exercice de description pour décider ce que nous voulons maintenir et ce que nous devons interrompre afin de reprendre la vie après la crise. Et aussi, bien sûr, face à la mutation climatique. Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'importance de la description dans cet effort? C'est un problème peut-être très lié à la situation européenne, dans laquelle la tension est à la fois forte, mais en même temps, elle n'a pas l'extrémisme de violence que vous avez au Brésil. Donc, tout le monde sent qu'il faut, disons, changer de système, penser autrement la question écologique, mais comme le prix à payer pour vouloir des changements n'est pas payé, en quelque sorte, les gens veulent, comme on le voit en ce moment en France, dans tous les journaux, des listes de choses qu'ils veulent changer, moins de voitures, moins de voyages, les avions qui volent avec des produits magiques et qui ne consomment pas de pétrole, etc. etc. Mais le prix qu'il faudrait payer pour pouvoir, disons, entraîner ces changements n'est jamais argumenté. Alors que dans la tradition précédente, la tradition socialiste, on savait en gros les sacrifices et les luttes de front qui correspondaient à ces intérêts ou à ces désirs. Donc il y a un vrai problème qui est propre, je pense, peut-être à l'Europe. Disons, un bon esprit écologique vert, disons, tout le monde est devenu vert, c'est devenu l'idéologie dominante, mais en termes de contraintes, en termes de décisions, ça reste très mou. Donc, mon argument, c'est que pour rendre sérieux, en quelque sorte, pour donner un sérieux à la question écologique pour les gens, la question est sérieuse du point de vue de la menace, mais elle n'est pas forcément sérieuse pour les gens, comme était la question sociale et comme est la question sociale. Il faut passer par une étape de description parce que sur tous ces sujets, ils sont avec eux-mêmes. La même personne qui veut arrêter les avions et le tourisme de masse rêve de pouvoir aller au Brésil voir sa tante et son cousin. Et c'est la même chose pour la nourriture, et c'est la même chose pour le transport, et c'est la même chose pour les bâtiments, etc. etc. Donc, tant que ces contradictions n'ont pas été visualisées, absorbées, personnalisées, le verdissement de la politique reste, disons, très superficiel et un vœu pieux, disons. Et moi, j'ai voulu profiter assez lâchement de la crise de la pandémie pour dire, puisqu'on a un peu de temps, disons, et qu'on est bloqué, et surtout que l'énorme bulldozer de l'économie est suspendu, ce qu'on ne savait pas, on ne pensait pas quand même qu'on pouvait suspendre le bulldozer de l'économie. Profitons-en pour pousser un peu la description et dire, c'est pour ça que la question n'est pas simplement qu'est-ce qu'on change et qu'est-ce qu'on ne change pas, mais qu'est-ce qu'on fait des gens, des investissements, des entreprises, quand on dit j'arrête telle ou telle activité. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des gens? Donc ça oblige à redécrire. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas la première description est généralement vague, mais la redescription est très importante et très intéressante. Parce que là, on commence à créer un paysage politique adapté à la question verte, disons. Ce qui, en Europe en tout cas, n'est pas le cas, parce que, encore une fois, la situation n'est pas aussi catastrophique qu'elle l'est dans d'autres pays, dont le tien. Je tutoie, mais c'est parce que je croyais qu'on se tutoyait, donc ne prends pas ça pour une marque d'impolitesse et je passerai au vous quand il le faudra. Bon,
il y a une dernière question que je voudrais vous faire, que c'est, bien que la politique soit un sujet constant dans votre travail, vous adoptez dans ces livres ou atterrir un style différent. Vous utilisez même des références plus liées à une position politique de gauche. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de posture? Et est-ce que vous aviez l'intention de vous adresser à un public particulier? Oui, parce que ça m'intéresse de reconnecter, disons, peut-être poussé par l'exemple de mes amis brésiliens d'ailleurs, qui se plaignaient de une espèce d'indifférence bourgeoise à la question, de faire le lien, parce que je crois que c'est en fond c'est ça qui donnerait son sérieux à la question politique. J'ai aussi été très influencé par l'encyclique du pape François, parce que ce lien entre pauvreté et écologie, il était fait par les partis écologistes, il était fait par la littérature que je lisais, mais il n'était pas travaillé d'une façon puissante comme ça l'a été par l'encyclique du pape François. Donc tout ça dirige mon attention vers la continuité entre, disons, le long travail qu'il a fallu pour que la question sociale devienne centrale en politique, disons l'histoire des socialismes, et la question écologique actuelle. Je pense que, comme j'ai beaucoup aussi appris d'un de mes collègues qui s'appelle Pierre Charbonnier, qui vient d'écrire un livre très important, Abondance et liberté, sur cette même question, que j'avais un peu simplifié, disons, le rapport entre les deux, et que pour établir la continuité entre les deux, il fallait changer le style. Effectivement, tu as raison. Donc, le style de Ouattara est très différent. Il est aussi très lié à la terreur qu'a été pour beaucoup de gens l'élection de Trump, il faut bien le reconnaître. Et peut-être plus important encore pour nous, les Européens, le Brexit. Parce qu'on a là, les deux événements sont concomitants, on a là les deux pays qui avaient inventé la globalisation, qui au même moment, en fonction du même scepticisme vis-à-vis du climat, prétendent s'échapper pour aller sur une autre planète. Donc il y a là quelque chose de tellement stupéfiant en 2017, l'arrivée en 2016, 2016, le Brexit plus l'arrivée de Trump, il y a quelque chose qui est terrifiant, disons. Et ensuite, les événements, dont ceux que je vis en ce moment le Brésil, n'ont fait que confirmer cette situation de terreur. Donc voilà, j'ai la trouille, en fait, c'est ça. Oui, mais on peut ressentir cette puissance, cette terreur dans votre écrit, dans ce livre. C'est bon. Donc, c'est pas, Tatiana, qu'est-ce qu'on fait? Des questions pour Je vais poser une dernière question qui n'était pas prévue. Mais on a tout le temps, on n'a pas fini notre heure encore. Parce que vous avez parlé d'un article que vous avez écrit avec Dipesh Chakrabarti. Oui. C'est déjà sorti l'article? Il est sur mon site depuis 1 heure. Ah, magnifique. Parce qu'en fait, là, vous touchez à un sujet qui nous est très cher au Brésil parce que, comme vous devez savoir, ici, on a, enfin, bien sûr que les discours dont on a besoin pour faire face, pour aller contre cette extrême droite qui devient de plus en plus puissante au Brésil, bien sûr, on a besoin d'un projet de gauche, de réinventer un projet de gauche dans un sens plus vaste. Mais au Brésil, la gauche, elle a une tradition de développement national qu'on appelle même développementiste très forte. Et même ça, pendant les gouvernements de gauche qu'on a eu, ça a été un petit peu les côtés mauvais, justement. Il y a eu plein de choses qui ont été bien, mais les côtés mauvais de ces gouvernements, son grand défaut a été justement d'essayer de mettre en marche un projet développementiste, comme on appelle ici, qui est très fort, qui est une culture presque incontournable de la gauche. Donc, je suis vraiment très intéressée par cet article. C'est exactement l'objet du livre Ouattara, d'ailleurs, c'est de convaincre la gauche qui, en France, était développementiste, sauf qu'elle n'existe pratiquement plus. Mais enfin, jusqu'à M. Hollande, non, il faut remonter à Mitterrand, et même encore un peu avant.
justement, comme la gauche a un peu disparu en Europe, c'est un peu plus facile de leur dire peut-être qu'il faut abandonner le développementiste. Et tous les partis de gauche sont maintenant, à peu près partout en Europe, des partis verts, en quelque sorte. Ils se sont mélangés. Ils y croient pas trop, mais enfin, ils sont obligés d'être dedans. Donc là, la situation est pardon, probablement très différente de la vôtre. Mais dans tous les cas, qu'on vienne de la gauche un peu verte ou de la gauche très rouge ou de la gauche très rose ou de la gauche mélangée, ça ne définit pas le nouvel horizon qui substitue au développement. Et c'est là le problème que la gauche a partout. Ça, c'est vrai aussi chez vous, comme vous le signalez. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à définir la gauche par le développement, mais on ne peut pas non plus le définir par le simple abandon du développement qui se marque en Europe par la notion de décroissance, par exemple. Et donc, le virage que je prône dans le livre et qui fait l'objet d'une exposition en ce moment à Karlsruhe sur la zone critique, disons, c'est, pour le dire de façon un peu exagérée, c'est un virage cosmologique, c'est-à-dire ce n'est pas l'horizon du développement, c'est l'horizon du terrestre. Mais il faut un horizon. Sans ça, on n'arrivera jamais à capter les énergies qui avaient été captées par le socialisme. Et donc, le problème que vous soulevez, je pense qu'il est un peu plus facile à soulever en Europe parce que, encore une fois, les catastrophes sont un tout petit peu moins violentes que chez vous, mais c'est un problème général. Et comme le montre Dipesh dans l'article conjoint que nous venons de faire, c'est un énorme problème en Chine et en Inde parce qu'il n'y a pas d'alternative. On a dit vous allez vous développer et ils sont 3 milliards et ils veulent se développer et ils ont raison. Et donc la contradiction géopolitique n'est pas la même que chez vous, puisque chez vous le problème c'est que le gouvernement, comme en Amérique, s'est échappé, disons, et finalement a fait sécession avec le reste de la population. Mais les gouvernements comme Chine et Inde qui n'ont pas fait sécession encore avec leur population sont dans une situation de développement indéfini qui est aussi catastrophique. Donc la situation géopolitique est partout complexe. Donc j'ai encore 2 questions. C'est plutôt pour ma recherche, plus que les publics. Donc, c'est une curiosité, en fait. Comment votre déclaration de vouloir atterrir en Europe a été reçue, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe? J'aimerais aussi savoir si vous avez pensé qu'une phrase comme « les crimes les plus importants de l'Europe » et un autre de ses atouts pourrait gêner certains de vos alliés potentiels. Ce livre s'adressait aux Européens. C'est un livre pour les crimes qu'on a commis. C'est toujours le même problème. D'ailleurs, c'est réitéré en ce moment par la grande lutte en Amérique sur la révision de l'histoire américaine. Mais disons, le succès, oui, le livre a eu beaucoup de succès. Il s'est traduit dans plein de langues. Mais quel est l'effet d'un livre, ça, je ne sais pas. Beaucoup de gens étaient intéressés parce que ça qualifiait la question que Tatiana vient de poser, c'est-à-dire la question sur il faut refaire la gauche, mais ce n'est pas l'horizon du développement qui compte. Donc, qu'est-ce que c'est que cette autre alternative qui n'est pas non plus l'identité? Donc, je mettais le doigt sur une question que tout le monde se pose et ça ne donnait pas de solution, mais ça donnait un vocabulaire pour aborder la question. Et le livre finit effectivement sur l'Europe, et je suis parfaitement conscient que le dernier chapitre, traduit en brésilien, a pu paraître très bizarre. Mais c'est aussi, je pense, dans cette géopolitique générale, que si on n'a pas, si on est obligé de réviser et le développement à l'américaine, et le développement à la chinoise, à la soviétique, à l'indienne, la question de l'Europe reste importante et intéressante pour les autres aussi. C'est la vue des Européens. Moi, je suis anthropologue des Européens, je suis anthropologue des Blancs. Donc, je défends comme Eduardo défend ses Indiens, moi, je défends mes Indiens à moi.
je pense que les crimes qu'ils ont commis ne doivent être ni évités ni finaux, disons. Ils peuvent en commettre d'autres. Ils peuvent en commettre d'autres. Mais donc, l'opération... Pardon? Je n'espère pas que vous commettez d'autres. L'histoire n'est pas finie. Mais l'histoire n'est pas finie dans les deux sens. Donc, ça veut dire que la question européenne, une fois qu'on a été provincialisé par les études postcoloniales et par mon ami Dipesh, qu'on a été critiqué de 75 000 façons par les anthropologues, y compris par nos amis brésiliens, il reste un problème géopolitique avec qui on s'allie, contre qui. Et là, il faut reconnaître qu'en ce moment, précisément en ce moment, la question des alliances et de qu'est-ce que l'Europe peut faire et qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire et avec qui elle ne doit pas s'allier, maintenant qu'elle est, disons, séparée de l'Amérique du Nord, ouvre des possibilités de négociation qui me paraissent très importantes et qui ouvrent aussi des négociations avec l'Amérique latine qui n'étaient probablement pas possibles quand on était ni dans la position évidemment coloniale, mais pas non plus dans la position, disons, classiquement postcoloniale. C'est ça qui m'intéresse dans la discussion avec Chakrabarty et les autres. La question géopolitique se rouvre. Il faut constamment la réviser parce que la faiblesse, c'était ça plutôt mon argument, ce n'était pas les crimes, c'était plutôt que la faiblesse actuelle de l'Europe est un atout dont les Européens et les autres pourraient profiter. C'est de la géopolitique fiction, hein. Je ne suis pas moi-même, je ne parle pas en diplomate ou en géopoliticien, c'est de la comment est-ce qu'on peut dire, c'est de la philosophie politique fiction. Mais je suis commissaire d'une exposition à Taipei en novembre qui s'appelle « Vous et moi, nous ne vivons pas sur la même planète », qui a exactement ce but. D'essayer d'argumenter ces questions délivrées, disons, de l'horizon moderniste qui nous paralysait jusqu'ici, et de l'horizon développementiste qui nous paralysait. Maintenant, la discussion redevient, en termes de géopolitique philosophique, si on peut dire, très ouverte, parce que aussi la catastrophe est d'une intensité quand même imprévue. Cette exhibition va sortir en novembre, c'est oui, ça? Oui, on l'ouvre à Taipei. C'est intéressant Taipei parce que c'est précisément un pays qui est simultanément près de la Chine, indépendant et qui est lui-même dans une situation diplomatique très curieuse et qui rouvre la discussion. C'est pour ça que j'ai accepté j'ai proposé de prendre ce sujet et de dire voilà, comment est-ce qu'on peut rouvrir la discussion géopolitique entre des pays qui se posent tous le même problème, mais qui ont des terres, des planètes différentes. Oui, donc la dernière question concerne ça exactement, votre planétaire, le nouveau planétaire que vous êtes en train de développer. Parce que dans le livre Enquête sur les modes d'existence, vous n'accordez pas de place au négationnisme. Mais d'un ou atterrir, il devient un attracteur. Il devient même une planète dans les textes suivants de votre planétaire que vous êtes en train de travailler. Donc, je voudrais savoir quel est le mode d'existence du négationnisme. Si, le négationnisme, c'est la première page du livre du mode d'existence. Je commence avec un négationniste. C'est même ça qui lance l'anthropologue dans son exploration. Mais il ne semble pas qu'il y ait une place. Il ne semble pas qu'il y ait une place. C'est vrai, parce que ce n'est pas un livre de géopolitique, c'est un livre, disons, vraiment complètement concentré sur l'anthropologie des modernes. J'avoue que j'ai de la peine à faire la connexion entre les deux. Tu vas plus vite que moi, là, parce que le livre Où atterrir est complètement lié au problème de Gaïa. Et Gaïa fait figure, est présent dans l'enquête sur les modes d'existence, mais c'est le nom pour le terrestre, c'est l'horizon, disons, du terrestre. Mais je pourrais un petit peu préciser la question d'Aline, parce que je pense que j'ai compris. Parce qu'on pourrait dire d'une certaine façon ici que le négationnisme, c'est-à-dire l'attaque que le gouvernement fait sans arrêt
aux intermédiaires, disons, à tous ceux qui ont un petit peu les mots de la vérité, que ce soit les scientifiques, les journalistes, les experts, les professeurs aussi, les universitaires. On est tout le temps sous attaque parce que c'est comme s'il y avait ces mouvements anti-élite intellectuelle. Donc le négationnisme, il est aussi une forme de gouvernement, on pourrait dire, des personnes en fait, ces gouvernements, il a un soutien populaire qui est assez considérable. Donc, ce n'est pas un gouvernement anti-populaire. Et là où il est populaire, c'est justement dans cette façon de rassembler ces forces qui sont ressenties, donc qui se réunissent autour du ressentiment, pour aller contre tous ceux qui font partie, disons, de qui ont un rapport privilégié avec la vérité, on pourrait dire. Donc, c'est un petit peu comme si le négationnisme fonctionnait comme un mode de gouvernement aussi, qui fait ces rapports très directs entre les Bolsonaro et enfin, tous ceux qui représentent, enfin, tous ceux qui s'articulent autour de lui, et une partie considérable du peuple, enfin, des personnes communes. Oui, mais je vois ce que vous dites, mais j'attache peut-être moins d'importance. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, négationniste, ça a l'air de... Ça dirige l'attention vers une forme d'imbécilité cognitive, disons, alors que c'est une imbécilité territoriale. C'est-à-dire, je pense que c'est là où c'est la différence. Les uns et les autres ne vivent pas sur le même territoire, ne définissent pas pareil l'appartenance au sol, à la terre, etc. Et ce que Trump faisait très bien, mais il commence à le faire moins bien, et ce que fait Bolsonaro, peut-être fort bien, mais quand même peut-être pas pour très longtemps, c'est cette connexion que vous signalez entre son caractère disruptif anti-élite qui est en accord provisoire avec, disons, le caractère anti-élite populaire. Mais on voit très bien que c'est un accord impossible, parce qu'entre le capitalisme extrême de Trump et le maintien du pauvre petit blanc du Middle West, la connexion est complètement improbable. Elle ne tient que par le caractère disruptif, justement. Donc, ce n'est pas du négationnisme au sens cognitif, c'est un négationnisme d'attaque. Ça marche aussi longtemps que la capacité disruptive des deux présidents, si on les compare, ils s'aiment bien l'un l'autre, donc on a le droit de les comparer, continue. Mais je ne vois pas ça comme une figure définitive. Elle est extraordinairement troublante, elle crée une immense souffrance, mais ce n'est pas une position politique stable. D'être arrivé à maintenir, si on compare par exemple avec l'extraordinaire énergie qui a été déployée par ce que vous appeliez le développementiste sur quasiment 130 ans, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, si on compare avec l'énergie développée par les socialistes, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas du tout ça. Je pense que l'épisode que nous vivons est extraordinairement douloureux, mais il ne capte pas une situation aussi, disons, profonde que les autres. Mais la raison, c'est que les gauches, au sens large, et les écologistes, les partis écologistes au sens large, ont été absolument incapables de définir l'horizon dans lequel ils situaient leur action. Donc c'est aussi, le négationnisme, c'est aussi l'usage, disons, ils occupent le vide. Ils n'occupent pas le Covid, mais ils utilisent le vide qui a été créé par, en tout cas en Europe, c'est absolument clair, la disparition de la gauche a laissé la place à des inventions identitaires qui sont d'une bizarrerie extraordinaire et qui n'ont pas plus d'enracinement populaire. C'est des formes très très pauvres. Donc, moi, j'aurais tendance à attribuer plutôt davantage à la faiblesse de la gauche et des partis écologiques. Et
dès que ça va changer, je pense que l'argument cognitif, on va s'apercevoir que les gens continuent à penser avec leur tête et que s'il faut aller chez le médecin, ils savent ce que c'est qu'un médecin et s'il faut calculer leurs impôts, ils calculent leurs impôts. Ils ne sont pas cognitivement fêlés. Mais l'offre politique actuelle fait que la disruption, je ne sais pas si on dit ça en français, la disruption par de ces deux présidents ressemble à une politique qui est en accord très vague avec ce qu'a été l'intensité populaire avant. C'est ça qu'on appelle le populisme. Au fond, c'est une association entre une revendication classique et le fait que c'est l'élite elle-même qui est en disruption, qui casse ses propres conditions parce qu'elle cherche à quitter et à vivre sur une autre planète. C'est tragique, mais voilà, il ne faut pas non plus trop rajouter de pensée là-dedans. Oui, bon, je ne sais pas, je sais pas si j'ai raison. Oui, c'est parce que nous, ici, nous sommes un petit peu terrorisés encore. Oui, non, mais je reconnais qu'au Brésil, ce n'est pas du tout pareil. C'est difficile, oui. Oui, mais je suis navré de ne pas pouvoir vous aider davantage. Non, vous avez déjà aidé beaucoup à penser, au moins. Donc, Bruno, pour ma part, je suis satisfaite. Ce sont des réponses très éclairantes. Je ne sais pas pour Cathy si elle veut poser d'autres questions. Magnifique, même savoir maintenant de cet article tellement intéressant sur l'idée de développement qui est chère pour les Brésiliens. C'était très bien, c'était une surprise très enrichissante pour nous. Donc, je vous remercie énormément. Merci. Et après la pandémie, vous êtes déjà invités. Nous fait très, très plaisir de venir faire une conférence comme celle-là, non pas à distance, mais oui, j'aimerais beaucoup retourner au Brésil et j'amènerai ma vieille sœur qui veut voir sa famille et qui est trop vieille pour se déplacer par elle-même. Ah, magnifique. On vous attend. Aline, donne-moi tes nouvelles et merci pour ta postface et j'espère voir les 2 livres en main en quelque sorte. Oui, merci Bruno. C'était vraiment un plaisir de te revoir et de faire cette... Vous voyez, j'ai passé à toi aussi. Très bien. On vous remercie. Au revoir et au revoir à la traduction. À bientôt. Tchau. Ok. Oi, gente. Então, vamos comentar algumas perguntas. Não acabou ainda não. Vamos comentar as perguntas que rolaram aí no chat. Tem um delayzinho, Aline, para chegar lá. Então, bom, estou lendo aqui. Eu acho que uma das dúvidas, né, que apareceu muito aqui no chat foi essa questão do fascismo, né, do desenvolvimento, das desigualdades do mundo comum. Vou deixar para a Aline responder algumas perguntas sobre mudanças climáticas, essa questão do mundo comum. Eu acho que eu vou fazer uns comentários mais gerais. Eu acho que essa questão do fascismo, primeiro, né? Eu acho que ele está dizendo que o fascismo ele é um projeto, né, terrível, cruel, etc. Mas o que ele disse é que o fascismo ele tem um projeto político, ele tem um projeto de nação, ele tem algo que ele quer construir, né, colocar em prática alguma coisa. Que é terrível, obviamente, mas que ele tem um projeto de governo, um projeto político. E o que a gente vive nesse momento é a ausência de mundo. Eu entendi que o que ele quis dizer foi isso. O que a gente vive agora é uma indiferença, é uma ausência de mundo, é uma contestação do mundo que havia, sem que a gente saiba ainda o que colocar no lugar. Então, por isso que eu acho que... Mas, claro, que ele diz que fascismo pode ser útil em alguns momentos, se a gente quiser utilizar, né, numa reunião política, como forma de mobilização, como forma de abrir os olhos das pessoas para o pavor, né, de algumas posturas do Bolsonaro, do Trump, que realmente são aterrorizantes, são fascistas, como fascistas. Então, a gente até pode utilizar politicamente, como ele disse,
qualquer arma é válida nesse jogo político, mas que, a rigor, ele acha nossa compreensão desse momento político ao comparar com o momento político que tinha essa diferença muito marcante com o momento de hoje, que é o fato que lá estava se querendo colocar alguma coisa no lugar, né, construir alguma coisa. E hoje é muito mais uma rejeição, uma recusa, ele falou aí, né, uma indiferença, uma contestação. A gente é contra tudo, e é um pouco isso, né, o que o Bolsonaro tem feito é essa destruição, é um governo de destruição das instituições, da democracia, de tudo isso que foi construído no Brasil desde a Constituição de 88. Então, eu acho que é um ponto interessante, sim, né? Claro que não é para fazer a patrulha do conceito, a gente pode usar fascismo se for conveniente, como ele mesmo disse na batalha política, mas eu acho que a gente também não pode deixar que isso nos atrapalhe a enxergar a singularidade, a originalidade desse momento, ainda que ele seja igualmente terrível, né? Então, eu entendo assim a questão do fascismo. Vou deixar a Aline agora responder também algumas perguntas, depois eu volto. Yuri, já estou aqui? Estão me vendo? Beleza. Então, complementando, pegando o gancho do que a Tati falou, né, eu acho que eu posso comentar mais a respeito do que o Latour desenvolve no livro, justamente sobre essa questão do fascismo, né? Ele acaba dizendo que, ele fala um pouquinho na entrevista também, né? Das contas, o que caracteriza mais o momento político atual que a gente está vivendo seria o que ele quer propor como escapismo, né? Toda a tese do Onde Aterrar é de que a questão ecológica se tornou a questão mais central da política dos últimos 50 anos e que, curiosamente, quem mais percebeu, quem soube melhor identificar esse novo agente político que é o terrestre, que é a Terra, foram justamente esses que negam a Terra, os negacionistas, Trump, Bolsonaro, né? Então ele vai dizer que é como se, por negação, a percepção da centralidade da questão climática passasse a reger toda a política, né? E o que esse pessoal resolve fazer, em vez de começar a tentar se tornar terrestre, né, e tentar respeitar os limites da Terra, o que esse pessoal começa a fazer é querer escapar do mundo e abandonar todos nós aqui com o resto de mundo que vai sobrar. Então, acho que a ideia do fascismo que ele está desenvolvendo, essa crítica que ele faz ao conceito de fascismo para entender a peculiaridade do que a gente está vivendo agora, que para ele parece muito mais um escapismo, muito mais uma decisão de abandonar as pessoas à própria sorte, enquanto os ricos constroem suas fortalezas, né, levantam seus muros e não querem mais deixar ninguém passar. Então, essa que é a tese central desse novo livro dele, Onde Aterrar. Né? E isso já permite que a gente responda até uma pergunta que foi feita pelo Rosalvo, de como aprofundar a questão das mudanças climáticas, tornando uma questão de todos. Né? Então, acho que essa é a pergunta de ouro, na verdade, né? Porque justamente a proposta que ele faz é que a gente não se oriente mais pelos velhos vetores que orientavam a política, que esses vetores não são mais suficientes hoje. Não quer dizer que eles estejam obsoletos, mas que para a gente entender aquelas dinâmicas geopolíticas de esquerda-direita, de sul global, norte global, enfim, que sempre orientaram, pelo menos orientaram nos últimos anos a nossa política, agora a gente precisa acrescentar essa outra constatação, que é o que ele chama da universalidade perversa que passamos todos a habitar, que é todos a compartilhar, que é uma carência de mundo comum. Todos nós percebemos que não há, com a mudança climática, que não é possível mais desenvolver como a gente vinha desenvolvendo, que não é mais possível seguir com aquela ideia de desenvolvimentismo, extração massiva de recursos naturais, que não é mais possível seguir assim, e o que a gente vai ter que aprender a fazer é se tornar terrestre. Então, a comunalidade é o colapso climático. Como a gente vai produzir isso de uma forma positiva, acho que é a questão de ouro, enfim, o Latour tem todos nos... não vou dar o spoiler porque o livro é sobre isso, de tentar entender como é que a gente começa a criar meios de tração desses territórios que são as nossas maneiras próprias de sermos terrestres. Não sei se a Tati quer comentar mais alguma coisa ainda sobre a coisa do desenvolvimentismo. Não, então, eu vou retomar sobre desenvolvimentismo. Não sei se você quer falar alguma coisa antes. Pode ir, qualquer coisa eu comento também depois. Tá. Não, então, gente, porque ele citou esse artigo, né, na live, ele tinha acabado, ele falou que tinha publicado no site dele há 1 hora, enquanto a gente gravou a conversa com ele, né, eu fiz aquela pergunta, fiquei super interessada nesse artigo, ele falou, eu acabei de 1 hora, então, obviamente, logo depois acabou, a gente já baixou, já leu, e eu fiquei super interessada nesse debate, porque eu acho
que a gente realmente tem um problema, né? E aí já colocando a questão da esquerda, né, que como a Aline bem reparou e fez essa pergunta no vídeo, esse último livro do Latour, ele faz alguns acenos para a esquerda, e ele disse na entrevista que ele acha que a gente precisa sim lutar por uma reinvenção, por um empoderamento da esquerda, que é o campo que pode fazer frente, né, a esses regimes de poder que a gente está vendo aí, da extrema-direita, do negacionismo climático, etc. Então, parece que ele realmente tem demonstra um certo interesse maior, como a Aline bem notou. Depois, acho até, Aline, que você podia falar um pouquinho mais disso, como você notou, por que indícios no livro você nota esse interesse dele maior em dialogar com a esquerda. E dentro desse contexto, a questão do desenvolvimento, né, do desenvolvimentismo é muito essencial, porque no campo da esquerda a gente costuma opor ao projeto neoliberal, que é um projeto de austeridade, de corte, né, etc., um projeto de crescimento econômico. A gente defende o investimento público, o papel do Estado, o keynesianismo, etc., para um projeto de desenvolvimento econômico, de crescimento. E esse debate ele é retomado sempre nas pessoas que estão estudando a mudança climática e o antropoceno, mostrando que é difícil conciliar essa ideia de crescimento e desenvolvimento com o que a gente precisa fazer para combater as mudanças climáticas, né? E o Latour é desse campo que acha que a noção de crescimento e desenvolvimento não vai ajudar. Por outro lado, isso coloca um problema para países como o Brasil e, no caso do Dipesh Chakrabarti, o da Índia e da China. Então, nesse artigo é muito interessante esse diálogo entre o Latour e o Dipesh, porque o Latour fala desses regimes planetários, né, que aí depois, se a Aline quiser falar um pouco mais, mas ela acabou de citar o escapismo. Então, o planeta exit, que ele chama, né, o planeta saída, escape, que é ir embora daqui, que é representado pela extrema-direita, é um desses planetas. E o que a gente está vivendo é uma certa incompatibilidade de diversos planetas, segundo a tese do Latour. Então, nesse planeta exit, né, esse planeta que quer escapar da Terra, ele quer fazer com que ele propõe como solução aterrorizante, neomalthusiana, como o Davi comentou aqui no chat, inclusive, que algumas pessoas, os bilionários que têm dinheiro, escapem, né, e se protejam e fiquem em um lugar, enquanto os outros, os pobres, podem morrer, podem ser eliminados, né? É isso a crueldade o pensamento um pouco eugenista que o Bolsonaro também representa e que ele está exprimindo isso durante a pandemia. Né? Então, esse seria esse planeta exit. E o Latour fala de outros planetas e tal. E o Dipesh, ele coloca uma questão, ele fala assim, olha, ok, eu concordo com os seus planetas, mas eu acho que está faltando um planeta aí, que talvez você não tenha visto, porque é muito específico dessas realidades do Sul. O Dipesh cita a China e a Índia, mas eu adicionaria o Brasil, que é o quê? O fato de que, depois da Segunda Guerra, e aí talvez por isso o Dipesh fale mais da Índia, porque ele fala da independência, né? Então, depois da independência, houve uma democratização do país em que o combate à pobreza se tornou muito central e muito estratégico. E o combate à pobreza foi feito com políticas de crescimento e de desenvolvimento. E não tem mais como, numa democracia de massas, você dar uma resposta para os mais pobres, né, para essas pessoas, os vulneráveis do mundo do Sul, não substituindo isso por nada. Então, não adianta só dizer, não, eu sou contra o crescimento e o desenvolvimento. Isso é simplesmente deixar a própria sorte para a maior parte da população do mundo que habita nesses países. E ele diz que isso se conjugou com um projeto de emancipação. Então, ele fala do planeta emancipação, que é a emancipação da população pobre da Índia, da China, que conseguiu isso através do combate à pobreza, da pobreza extrema, com políticas de desenvolvimento. Então, o Dipesh coloca para o Latour isso como uma dificuldade a mais, que, na verdade, está em aberto, eu acho, essa questão, mas eu acho que é uma questão muito boa, né, dizendo que tudo bem, a gente até pode questionar a ideia de desenvolvimento do ponto de vista das mudanças climáticas. Por outro lado, a gente não pode deixar esses países pobres sem resposta para aquilo que a ciência de massas apontou como tendo sido, né, alguma emancipação aí nesses anos do pós-guerra, e é isso que ele chama de planeta emancipação. Então, eu acho esse debate importantíssimo, inclusive para a gente no Brasil.
o artigo está lá no site, a gente pode até colocar o título aqui, o link, mas fala justamente disso, né, de regimes planetários que estão hoje em luta, aí, né, em luta, bom, ali, não sei se a Aline tem uma palavra melhor, vou deixar a Aline pegar a bola aí. Espera que eu dei uma travada aqui, acho que eu voltei. Bom, então a Tati pediu para eu comentar um pouco sobre essa percepção de termos mais ligados à esquerda, né, na obra do Latour. O próprio Latour tem falado muito a respeito do Guattari, né, um livro bastante... Todos os livros dele são políticos, né, mas acho que esse tem um vocabulário mais explicitamente falando em desigualdade, em socialismo, né, que é uma coisa que não é muito comum na obra dele, e ele costuma atribuir essa mudança de postura não só o maior contato dele com esse outro autor, que é o Pierre Charbonnier, que é um autor que tem trabalhado essa tentativa justamente de juntar as questões sociais com as questões ecológicas, né? Ele acabou de lançar um livro chamado Abundância e Liberdade, em que ele justamente discute esse paradigma da ideia de liberdade estabelecida na modernidade, calcado na abundância material, né, na exploração de recursos naturais. Então, acho que por conta dessa conversa com Charbonnier, mas como ele mesmo fala no vídeo também, né, por conta da influência dos amigos dele, os outros antropólogos, que ele fala dos brasileiros, vocês brasileiros que sempre me chamam de burgueses, né, imagino que ele está falando dos amigos dele aqui do Brasil, sobretudo, sei lá, o Eduardo Viveiro de Castro, a Débora Danoves, que são pessoas que estão sempre em interlocução com ele, né, nesse sentido. Então, acho que ele começou a perceber que essa potência da conexão das questões sociais com as ecológicas é algo que a gente não pode mais agora abrir mão, sobretudo nesse momento em que as elites decididamente, deliberadamente resolveram nos abandonar a todos nós, dos 99%, digamos assim, a própria sorte. Então, o que o Latour está propondo, então, é uma coisa que ele chama de a gente não fazer mais apenas movimentos sociais ou apenas movimentos ecológicos. É que a gente consiga conjugar essas questões em movimentos geossociais que sejam capazes de abandonar o paradigma da produção, o sistema de produção, mas começar a adotar o que ele chama de sistemas de geração. A gente, na verdade, é um Jean de Raymond, a gente traduziu como geração, né, no livro aqui para português, que a ideia é como se fosse dar um passo atrás. Mais do que pensar em como produzir riqueza e distribuir, é ser capaz de pensar como é que essas riquezas, esses recursos, ou esses seres naturais que depois nos fornecem as riquezas, como é que eles se mantêm e se sustentam. Então, é um outro tipo de aliança com a Terra que ele está propondo como uma essa virada em direção ao terrestre. Então, é por isso que acho que isso que a Tati falou bem. Mas todas essas questões de pobreza, de desenvolvimento, tudo isso faz parte de uma dinâmica muito difícil de conciliar, mas que é justamente a questão política do nosso tempo, né? Ele fala em muitas obras, né, que, até voltando àquela pergunta sobre o Rosalvo que fez, né, sobre como é que a mudança climática pode nos unir, ele fala em muitas obras há muito tempo, Latour, né, que a natureza ela não vai fazer a gente bypassar a política, não vai fazer a gente ultrapassar a política. A natureza não é capaz de fazer a gente simplesmente se submeter. Se trata, na verdade, a irrupção desse atrator terrestre, né, o colapso ecológico, o Gaia, ela instala uma verdadeira guerra de mundos, né, e uma verdadeira disputa pela delimitação desses territórios que estão em guerra. Então, no fim das contas, a gente não vai poder escapar dessa tarefa difícil de, a cada vez, entendendo qual é o nosso território e com que seres nós precisamos aprender a viver, né, e com todas essas complexidades políticas, sociais, que vêm com a gente desde a modernidade. A gente não vai poder escapar disso. A gente está só aumentando a complexidade em vez de diminuir. Então, queria retomar aqui umas perguntas que estão surgindo, né? Várias pessoas perguntaram, a Isabela Calil fez uma pergunta sobre a questão dessa diferença que ele colocou entre aqui e a Europa, né? Eu acho que ele estava apontando justamente para essa dificuldade que a gente apontou, que é a mesma que o Dipesh Chakrabarti aponta, né? Que é o fato de que, ao mesmo tempo que na Europa, como ele diz, o Latour no vídeo, né, a esquerda está se tornando mais verde, está todo mundo virando... né, realmente, os partidos verdes foram os que mais cresceram nas eleições do Parlamento Europeu, aí há pouco tempo, na Alemanha, né, cresceu muito a esquerda verde e tal. E então, por outro lado, então, se na Europa ele tem essa realidade, então ele estava falando isso, né, que eu estou vendo essa mudança lá, mas que ao mesmo tempo no Sul é completamente diferente, e existe essa tradição desenvolvimentista, que foi um pouco o que eu coloquei lá
na pergunta que eu coloquei, que é o grande ponto cego, assim, também da nossa avaliação dos últimos governos no Brasil, né? Agora, minha opinião pessoal, eu tenho uma opinião muito positiva dos governos do PT, mas acho que o grande ponto fraco foi essa questão, né? Foi justamente a relação com a Amazônia, Belo Monte, etc. Enfim, o fato de ter aderido a um projeto melhores, né? Ele aponta mais para essa nossa realidade. Uma coisa também que eu achei na entrevista, falando sobre realidades distintas, assim, é que eu acho que ele fala muito bem do trumpismo, né? Porque o trumpismo é esse governo dos bilionários, mas aí já jogando a pergunta aqui para a Isabela Calil, não sei se ela ainda está ali, porque ela estuda muito o bolsonarismo, eu acho que não dá para dizer que o bolsonarismo é exatamente a mesma coisa que o trumpismo, né? Porque o bolsonarismo não é esse governo dos bilionários, ainda que a gente tenha, claro, alguns milionários, mas milionário no Brasil... Essa conversa com o Chakrabarty, ele já tem 7 planetas, então é como se as posições nessa guerra de mundos estivessem se multiplicando e tal. Mas, então, especificamente sobre a questão do Brasil, eu acho que é importante pensar que no livro tem um aspecto muito... um ponto muito forte quando o Latour faz esse diagnóstico de que a gente está vivendo é uma perda de mundo generalizada, está todo mundo tendo sentimento generalizado, né, por conta da questão ecológica, de que algo, né, nossa condição de manutenção na existência, digamos assim, está se esvaindo, está correndo perigo, e o Latour propõe que a gente olhe, então, para aqueles que tiveram seus territórios arrancados, são os indígenas. Então ele fala isso muito, ele chega a citar literalmente o Ailton Krenak, né, quando ele fala, né, os indígenas já sobreviveram ao fim do mundo, né, os brancos é que vão ter que aprender a viver. Então eu acho que talvez em termos de especificidade da relação da diferença entre Brasil e Europa, o que a gente poderia dizer que enquanto colonizados, né, e enquanto tendo aqui no Brasil tantos povos ainda indígenas que sobrevivem a essa arrancada de mundos, inclusive a arrancada dessa investida orquestrada pelo Bolsonaro, a gente tem que aprender, a gente tem um pouco a ensinar sobre sobreviver a territórios arrancados, né? E é curioso que nesse artigo, não sei como é que está no Chakrabarty, mas nesse último artigo anterior que eu tinha lido, tem um planeta, desse planetário do Latour, que ele chama de planeta Vindication, que é o planeta daqueles que vão reivindicar a Terra de volta. Então, acho que tem uma potência muito política justamente nessa sinalização do Latour da gente olhar para as experiências outras que modernas que coexistem aqui nesse território, né, o território físico, geográfico do Brasil. Acho que isso é uma coisa legal da gente imaginar também. Tá falando, apesar de ele estar se dirigindo aos europeus, ele está sempre piscando, dando uma piscadela para os interlocutores deles aqui do Brasil, enfim, de outras partes. Acho que é isso. Eu gostei de uma síntese que o Matheus, o Shoa, colocou aqui para a gente, tem a ver com isso que a gente está debatendo, né? Bolsonarismo é a política do antropoceno na periferia do capitalismo. A conta das intervenções salvacionistas no capital monetário é toda cobrada no processo de expansão da fronteira desenvolvimentista. Eu acho que eu concordo. Que é exatamente isso, né? Para salvar, você precisa dessa distração para salvar o neoliberalismo, né, nos países aí do norte, e aí essa conta é cobrada daqui, inclusive bem materialmente, né, em termos de mineração, de extracionismo, de extrativismo, etc. Eu acho que é um pouco por aí mesmo, que demanda uma análise geopolítica mesmo, né? Eu gostei muito isso na entrevista, essa daí, né, que a gente acabou de passar, que o Latour fala muito de geopolítica, né, e é engraçado que ele fala de geopolítica ao mesmo tempo falando de planetas, quer dizer, é uma coisa inovadora, assim, né, como a gente pensa a geopolítica não mais a partir de nações, e sim desses planetas que se colocam dentro das nações. A gente tem dentro do Brasil esse planeta escape, né? Exit, saída, escape desses que querem simplesmente deixar os pobres e a maioria da população, esse excedente populacional morrer, a gente tem desse planeta. Né? Então, são planetas que estão aí nessas zonas de atração, né? E nessa disputa de forças aí para saber como vai ser a nossa existência e essa convivência entre esses planetas daqui para frente. E eu achei interessante também que ele fala muito dessa incompatibilidade de mundos, né? Quando a gente, antes da gente fechar, vou falar um pouquinho
um preâmbulo disso, depois queria que a Aline falasse um pouco também disso, dessa deficiência de práticas comuns, de mundo comum, que a Aline estudou bastante sobre isso. E eu gostei que quando a gente fez perguntas sobre o negacionismo, não sei se vocês repararam, o Latour sempre faz questão de frisar que o negacionismo não é um problema cognitivo. Então, não é um problema de ignorância, um problema que as pessoas não entenderam, que as pessoas não têm educação, que as pessoas não têm informação, que elas não sabem o que é a ciência. Ele sempre faz questão de deixar isso muito claro, o que, obviamente, né, não poderia ser diferente, dada a visão que o Latour já vem colocando há muito tempo sobre ciência, desde Jamais Fomos Modernos, que é essa separação um pouco artificial entre em relação à natureza, né, que foi feita. Então, agora, talvez o que a gente esteja vendo é que não dá mais para ser feita essa separação. Então, quando ele fala disso, do negacionismo, ele nunca joga o problema como sendo uma insuficiência do entendimento. Ele fala o tempo todo isso. Não é um problema cognitivo, não é um problema cognitivo, é um problema de incompatibilidade de mundos. Então, o negacionismo, mesmo o terraplanismo, isso ele não disse, eu que estou dizendo, mas mesmo o terraplanismo, os terraplanistas, eles não estão dizendo, né, assim, eles não estão fundando uma teoria de que a Terra é plana porque não entenderam muito bem como a ciência funciona e, portanto, não sabem como se faz a dedução de que a Terra é, sim, redonda. Eu acho que nossa reação é muitas vezes assim. Eles estão dizendo para a gente esse mundo, né, esse mundo em que vocês acreditam, que é um mundo que desde Galileu vem construindo essa teoria de que a Terra é redonda, não nos interessa. Eles estão mandando uma mensagem, e eu acho que é um pouco isso que ele está dizendo. O negacionismo é essa incompatibilidade de mundos, em que simplesmente parte das pessoas não se interessam mais por esse mundo. Aí a gente vai pensar por quê, né? Mas talvez seja porque esse mundo não construiu essas práticas comuns, essa possibilidade de um mundo comum para todo mundo. Né? Então, eu acho muito importante a gente também pensar esse viés, porque as respostas que a ciência tem dado aos negacionismos são muitas vezes elitistas, arrogantes, e reforçam um pouco essa visão da ciência com C maiúsculo, né, que o Latour sempre criticou. Aline, puder falar mais um pouquinho dos mundos comuns, das práticas de mundo comum? Não, acho que eu ia falar, acho que você já adiantou bastante coisa, porque a tese do Latour é justamente essa, também fala do negacionismo. Né? O negacionismo o trumpismo, o negacionismo e talvez o bolsonarismo é um sintoma dessa percepção de que não há mais mundo compartilhado e de que não só um sintoma dessa percepção, é um sintoma de uma intuição de que as pessoas estão sendo deixadas para trás. Então, todas aquelas promessas que haviam sido feitas da globalização, enfim, né, da modernidade, e que tudo isso, finalmente, elas não vão se realizar. Então, o que resta para as pessoas? Né? Querer, então, resgatar um mundo anterior, voltar para trás das fronteiras, né? Acreditar num líder, enfim, que vai fazer promessas, por mais irreais que elas sejam, mas é melhor do que aquele mundo que, né, largado às traças, enfim. Então, acho que o ponto do Latour nesse livro é muito politicamente centrado nesse aspecto de que a política da pós-verdade, na verdade, é uma política da pós-política, porque a política demanda essa criação e estabelecimento de laços comuns. E o que a gente vê hoje, não só a respeito das mudanças climáticas, a respeito da pandemia, acho que de certa forma fica bastante claro, né? De opinião, vamos falar primeiro das mudanças climáticas, né? A maior parte das pessoas acredita na mudança climática. Os negacionistas fazem vários estragos, né? Os negacionistas que eu chamo de, seguindo a Débora Danovski, os negacionistas profissionais. Os profissionais da negação, eles fazem um estrago danado, né? Investem pra caramba, mas no fim das contas, as pesquisas mostram que as pessoas acreditam na mudança climática. E por que isso não se... Né? Ou no caso da pandemia, né? As pessoas, respondendo em pesquisas de opinião, elas são a favor do lockdown, a favor do confinamento, mas elas vão para as ruas. Então, o Latour não vê isso como um problema cognitivo, uma incoerência ou um egoísmo, né? Ele vê isso como essa informação sobre a pandemia, a informação sobre a mudança climática, não é capaz de promover uma composição de um tecido social, não é capaz de alguma forma, fazer a ponte entre as minhas vontades, as minhas necessidades individuais e esse mundo coletivo social que está completamente esfacelado. Então, o ponto para ele é que a gente seja capaz de restaurar
mas direcionando para a questão ecológica, direcionando para o terrestre, né? E nesse sentido, o que a Tati falou, o papel das ciências é fundamental. Alguém fez uma pergunta aqui sobre se ainda faz sentido o Latour falar de antropologia da ciência. Faz sim. Ele continua muito preocupado com a questão de como é que os cientistas produzem conhecimento, de como é que o conhecimento da mudança climática ele demanda um outro tipo de compreensão da ciência, não mais uma ciência como uma ciência imperial, mas uma ciência que está ali procedendo politicamente em meio às dificuldades da situação, como a própria ciência, a gente está vendo agora, acompanhando com a pandemia, né, a ciência se colocando e tentando entender em meio enquanto a situação está acontecendo. Então, tem toda essa discussão de uma reorientação das nossas concepções de sociedade, de política, de ciência, que são exigidas, são necessárias se a gente quiser, enfim, encontrar finalmente essa terra, esse terrestre, que é o tema que o Latour vem desenvolvendo, sobretudo nesses últimos livros dele. Bom, gente, eu acho que a gente vai ter que ir caminhando para o final. Estou vendo aqui, né, as perguntas estão dando uma repercutindo coisas que a gente já falou, né? Só queria fazer uma observaçãozinha, o Davi está insistindo muito aqui sobre o fato de que uma suposta relativização da verdade operada pelos pós-modernos, que teria enfraquecido a noção de verdade. Eu não acho mesmo, eu discordo muito, acho essa tese muito ruim, acho que impede a gente de ver o que está acontecendo, que é o papel público, social da ciência, não tem a ver com uma questão da verdade, né, do modo como a pelo contrário, eu acho que agora está ficando ainda mais claro que existe essa interconexão imediata entre o modo como a ciência se produz e o modo como ela se coloca no debate público. A gente está vendo agora na pandemia como há uma certa exigência em relação a respostas muito rápidas da ciência, que não é a temporalidade da ciência. A gente viu isso no debate da cloroquina, né? Por exemplo, a ciência precisava dar uma resposta rápida, mas, ao mesmo tempo, porque tudo indicava que a cloroquina não funciona, né, tudo indica que a cloroquina realmente não funciona, ela era uma espécie de passaporte dos negacionistas para não respeitar o distanciamento social e fazer a economia funcionar, né, toda essa tese aí absurda, irresponsável, leviana do Bolsonaro. Mas, por outro lado, a ciência, ao ser questionada para dar uma resposta rápida sobre a cloroquina, muitas vezes também acabou passando uma certa fragilidade no debate público, né? O tal artigo da Lancet, por exemplo, que não verificou que os dados não eram confiáveis e que, portanto, eu acho que deu um pouco de munição, né? Não sei se vocês acompanharam esse caso, mas, enfim, para resumir, eu acho que a questão é que a temporalidade da pesquisa científica não é afeita a respostas muito rápidas sobre a urgência das decisões políticas. Nesse momento, a gente precisa de políticos que decidam pela população, né? Como foi o caso, o Alberto Fernandes, por exemplo, ele deu uma resposta que eu achei muito boa. Ele falou assim, bom, vocês estão aí falando que a economia tem que continuar funcionando, mas vocês viram o que aconteceu no Brasil com essa tese, 45 mil mortes. Quando ele falou, ainda estava em 45, agora já tem bem mais, né? Então, não me façam dizer o que todo mundo sabe, ele falou. É isso, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Então, a questão do negacionismo não é que as pessoas não sabem, é que existem visões políticas distintas por trás. Então, é importante que a gente assuma como um debate que é político, não é a ciência contra a política. Existem duas visões políticas, né? Em uma delas, eles querem privilegiar a economia e deixar as pessoas morrerem, e a gente não, a gente acha que as vidas importam, que a vida de todo mundo importa. Como é que a gente ganha esse debate pela política? Eu acho que existe essa questão que está colocada ali, aí hoje, né, para fazer a relação com a pandemia, e essa visão do Latour, todos os escritos do Latour, desde Jamais Fomos Modernos, passando pelas políticas da natureza e agora com esses novos livros, ajudam muito a gente a pensar esse lugar da ciência e a relação com a política, o lugar do expert, etc. Então, gente, é isso. Aline, quer falar mais um pouquinho, alguma coisa? Eu acho que eu posso colocar aqui no chat o nome do artigo, né? De repente, para as pessoas, está todo mundo perguntando, eu posso tentar colocar o link aqui para vocês acessarem. Não, eu acho que a gente discutiu todas as perguntas, né? Acho que a gente passou por tudo, né? Então tá, gente. Então, vamos nos despedir.
Gente, então não esqueçam, se inscrevam no canal do Fórum de Ciência e Cultura, tá? A gente vai ter muitos debates assim interessantes, e a gente já tem semana que vem, no dia 30, vai ser uma homenagem ao Carlos Lessa, um economista muito importante do Brasil, desenvolvimentista, né? A gente é muito importante isso na história do Brasil, o desenvolvimentismo econômico é uma teoria importante na economia brasileira, foi um intérprete do Brasil, foi reitor da UFRJ, faleceu, né, agora no dia 5, e a gente vai fazer uma homenagem aqui no canal do Fórum. Vai estar tendo sempre debates interessantes. Já acertamos aqui no chat um debate com a Isabela Calil para falar da diferença entre o bolsonarismo e o trumpismo. Vamos marcar. Então, se inscrevam no canal do Fórum, sigam nossas redes no Facebook, no Instagram, e fiquem de olho que vai ter sempre alguma coisa interessante por aqui, que o papel do Fórum nesse momento é importante, porque é justamente esse, de levar a ciência e a cultura para a sociedade, né? Fazer essa relação entre a universidade e a sociedade de que a gente precisa cada vez mais. Então, gente, super obrigada pela audiência. Aline, brigadíssima, a Aline foi maravilhosa, ela que pesquisa muito esses assuntos, está agora com a gente no Fórum. Eu que agradeço, obrigada a gente que ficaram assistindo, obrigada pelas perguntas ótimas. Isso, e obrigada a toda a equipe, Bruna, Yuri, Miriam, todo mundo aí do Fórum. Valeu, gente. A gente volta em breve, tá bom? Sigam a gente aí. Se inscrevam no canal, não esqueçam. Tchau.